écouter le chef de l'État, Emmanuel Macron, ouvrir ce grand rendez-vous. La présidente de la Commission européenne, Monsieur le Président du Conseil européen, Altesse royale, Monsieur le Commissaire général de l'UNRWA, Monsieur le Secrétaire général adjoint, coordonnateur de secours d'urgence, Madame la Présidente du CICR, Mesdames et Messieurs les directrices, directeurs et secrétaires généraux d'organisations internationales, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, le Taoiseach va nous rejoindre dans quelques instants et j'ai prévenu qu'on allait commencer. Le 7 octobre dernier, un groupe terroriste, le Hamas, a mené une attaque massive contre Israël et commis des crimes d'une gravité exceptionnelle contre sa population. Plus de 1400 personnes sont mortes, 239 otages sont toujours aux mains du Hamas. Nos premières pensées vont évidemment aux victimes de l'attaque du Hamas, à leurs familles et parmi elles de nombreux Français. Je sais que plusieurs d'entre vous ont aussi de nombreux ressortissants. Face au terrorisme, notre unité, notre détermination, notre compassion sont entières et les otages doivent être libérés immédiatement et sans condition. Lorsqu'il a attaqué Israël, le Hamas a pris la responsabilité d'exposer les Palestiniens à de terribles conséquences. Aujourd'hui, ce sont les civils de Gaza qui souffrent. Près d'1,5 million de personnes ont été déplacées, des milliers sont mortes ou ont été blessées. Et au malheur des Israéliens s'ajoute désormais celui des Palestiniens. Et nous ne pouvons pas nous y résoudre, parce que toutes les vies se valent et parce qu'il n'y a pas, pour nous qui portons des valeurs universelles et humanistes, de double standard. Disons-le clairement, face au terrorisme, Israël a le droit de se défendre et le devoir de protéger les siens. Il a aussi une éminente responsabilité qui est celle de toutes les démocraties, respecter le droit et protéger les civils. Et la lutte contre le terrorisme ne peut jamais aller sans règles. Israël le sait, le piège du terrorisme est pour nous tous le même, céder à la violence et renoncer à nos valeurs. Or, nous partageons des valeurs et avons des engagements communs qui nous amènent aujourd'hui, d'accord avec les autorités israéliennes et palestiniennes, à nous préoccuper de la situation humanitaire à Gaza. Les civils doivent être protégés. Et c'est absolument indispensable. Ce n'est pas négociable. C'est une nécessité immédiate. Et à plus long terme, c'est aussi une condition même de l'efficacité de notre lutte contre les terroristes. Aujourd'hui, la situation est grave et se dégrade chaque jour davantage. Dans l'immédiat, c'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide et il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu. Celui-ci doit pouvoir devenir possible. Il faut créer l'espace nécessaire aux acteurs humanitaires pour agir à Gaza. Nous allons les entendre et je souhaite que cette réunion nous permette d'être efficaces ensemble dans un esprit de consensus et dans l'objectif qu'au-delà du drame que vivent aujourd'hui de trop nombreuses familles israéliennes et palestiniennes, nous sachions prendre une véritable initiative de paix et de sécurité pour tous au Proche-Orient. Cette initiative repose sur, évidemment, ce pilier humanitaire sur lequel nous allons avancer concrètement aujourd'hui. Elle repose sur un deuxième pilier sécuritaire. Nous avons su le faire ensemble contre Al-Qaïda, contre Daesh, contre d'autres groupes dangereux pour tous. Personne ne peut plus dire que le Hamas n'est pas un groupe dangereux et un groupe terroriste. Des mesures devront donc être prises pour tarir ces financements, sanctionner ceux qui sont liés de près ou de loin à l'attaque du 7 octobre. Je proposerai également une série d'actions pour éviter que d'autres groupes terroristes de la région ne se joignent plus avant aux hostilités pour tarir leur flux d'argent, d'armes, de propagande. Enfin, mais ce sera pour plus tard, nous ne ferons pas l'économie d'une réflexion plus large sur l'évolution du terrorisme aujourd'hui, et pour cela, nous aurons à nouveau à nous coordonner. Il y a un deuxième pilier sécuritaire qui est indispensable, mais qui doit être ciblé, précis, qui exige une coordination étroite entre nos services de renseignement, qui est une action sécuritaire, mais aussi financière, et qui nécessite l'implication de toutes les parties régionales et internationales. Et puis le troisième pilier, même s'il est difficile à imaginer aujourd'hui, surtout peut-être parce qu'il est difficile à imaginer aujourd'hui, est plus encore indispensable. C'est le pilier politique. Nous devons apprendre de nos erreurs et ne plus accepter que la paix au Proche-Orient soit toujours remise à plus tard. Il nous faut donc dès maintenant reprendre l'initiative
et trouver les forces d'aller enfin vers la solution de 2 États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité. Démontrons avant toute chose que la création d'un État palestinien sert la sécurité d'Israël. Démontrons aux Palestiniens que la guerre d'aujourd'hui ne nous détournera pas de l'objectif que leurs aspirations légitimes soient satisfaites. Et une solution durable nécessite que la question palestinienne trouve enfin une réponse, et non pas seulement que le Hamas soit neutralisé. Ces 3 aspects, humanitaires, sécuritaires, politiques, sont profondément indissociables, mais notre ambition aujourd'hui est de pouvoir apporter une part de cette réponse par la coordination de toutes les bonnes volontés. Et je souhaite que nous puissions, pour cela, identifier les besoins en argent, en matériel, pour les populations, les éléments aussi d'organisation très concrets sur le terrain que nous devons avoir et qui sont acceptables, et les demandes que nous devons faire aux différentes parties prenantes, là aussi de manière très concrète, pour que cette aide puisse s'acheminer et pour que nous puissions préparer donc cette pause humanitaire puis ce cessez-le-feu qui sont, comme je l'ai dit, indispensables. Je vous propose donc qu'en méthode, nous puissions avoir d'abord les organisations et acteurs sur le terrain. Et donc je vais d'abord donner la parole au commissaire général de l'UNRWA, M. Lazzarini, puis à M. Griffith, puis à Madame la présidente du CICR, Madame Spodjaric. Puis 2 porte-paroles d'ONG s'exprimeront, M. Egland et Madame De Fourny pour Norwegian Refugee Council et MSF. Et ensuite, je propose que les chefs d'État, de gouvernement et d'organisations présentes puissent s'exprimer pour apporter leur contribution, leurs convictions et leur aide. Monsieur le commissaire général, je vous cède la parole en commençant par vous exprimer nos condoléances les plus sincères pour les personnels que vous avez perdus durant ces dernières semaines, des femmes et des hommes qui servaient la communauté internationale et servaient l'UNRWA, sont tombés dans la bande de Gaza. C'était des femmes et des hommes qui aidaient, qui enseignaient, qui soignaient. Et je veux, en vous cédant la parole, avoir une pensée toute particulière pour vos équipes. Merci, Monsieur le Président, et merci pour vos mots destinés à notre personnel sur place que je vais convoyer au plus vite. Mais Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants des États et des organisations internationales, je remercie la France et en particulier le Président Emmanuel Macron pour l'organisation de cette conférence en espérant qu'ensemble nous réussirons à remédier à la situation catastrophique dans laquelle se trouvent plus de 2 millions de personnes civiles à Gaza. Je vais continuer en anglais. Excellencies, this has been a painful month. Ce mois a été très difficile pour l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. 99 de mes collègues ont été tués à Gaza, le plus grand nombre qui a été tué lors d'un conflit et lors d'une période aussi courte. Environ 10 000 personnes ont été tuées depuis le début de cette guerre, selon le ministère de la Santé à Gaza. J'étais à Gaza encore la semaine passée, pour la première fois d'ailleurs depuis le début de cette guerre, et je me suis rendue dans une école qui abritait des milliers de personnes. C'était déchirant de voir ces enfants qui auparavant apprenaient et riaient dans cette école. Et aujourd'hui, ils nous supplient de leur donner de l'eau et du pain. Plus de 7000 personnes déplacées vivent dans des conditions dégradantes similaires, tout aussi dégradantes, dans des dizaines de bâtiments et d'écoles dans la bande de Gaza. Nos abris sont surpeuplés, avec très peu de vie privée possible, très peu de fournitures comme du pain. Et c'est également un danger qui pèse sur Gaza. Ma collègue s'est demandé si sa famille allait être assassinée, mais elle est restée forte et elle a gardé son courage. Autour des abris, des quartiers entiers ont été rasés, éteignant tout rêve, tout espoir et toute vie. Des hôpitaux n'ont pas été épargnés, des écoles et l'UNRWA n'a pas été épargnée. Mon collègue Farid est responsable de l'éducation à Gaza. Lorsqu'il a rencontré ses étudiants à l'intérieur des refuges, ces étudiants lui ont demandé pourquoi l'UNRWA avait passé tellement de temps à leur enseigner le droit humanitaire et les droits des hommes si ce n'était pas valable pour eux qui vivaient à Gaza. Et qu'est-ce que nous pouvions répondre?
des milliers de personnes tuées. Ce ne sont pas des dommages collatéraux. Expulser des gens de leur maison et les concentrer dans des endroits qui n'ont pas d'infrastructures nécessaires. Et est-ce vraiment du droit humanitaire? Il semblerait que ce soit là une punition collective. Je pense que le droit international humanitaire n'est pas là appliqué. Simultanément, plusieurs pays se sont précipités pour demander de l'aide pour la Palestine en déclenchant un système qui dépend de l'aide humanitaire pour survivre. Il s'agit de condamner les atrocités qui ont été commis par Hamas en Israël. Et c'est normal de condamner. Et l'ONU continue à condamner ces atrocités et à appeler à la libération de ces otages. Mais cela ne peut en aucun cas justifier une guerre qui ne respecte pas le droit international humanitaire et qui promouvoit une rhétorique d'atrocité. Faisant référence aux Palestiniens comme des terroristes, des animaux humains et des personnes à éradiquer, cela montre vraiment un manque total d'empathie, un manque effrayant d'empathie. Cela pèse sur l'avenir de cette région et des pays tout autour de cette région. Monsieur le Président, je suis très préoccupé en ce qui concerne le potentiel de contagion de ce conflit au-delà de la bande de Gaza. En Cisjordanie, les incursions militaires des forces israéliennes et la violence qui s'est déchaînée ont causé beaucoup de perturbations chez les Palestiniens. La Cisjordanie est en ébullition et s'il n'y avait pas les problèmes de Gaza qui se posent aujourd'hui, nous serions concentrés sur les problèmes de la Cisjordanie. Nous constatons qu'il y a des échanges de tirs de feu et des victimes civiles également. Alors, Monsieur le Président, je lance un appel. Je voudrais que vous nous aidiez à imposer un cessez-le-feu et un respect total du DIH. Les infrastructures civiles, y compris les installations de l'ONU qui hébergent ces réfugiés, doivent être accessibles à l'aide humanitaire partout à Gaza et à chaque instant. Deuxièmement, nous avons besoin d'un flux important et continu d'aide humanitaire, y compris le combustible. Le volume d'aide qui arrive par Rafah est bien évidemment insuffisant. Tous les passages devraient être ouverts, et particulièrement les points de passage avec Israël, comme Karem Shalom. Mais l'aide humanitaire seule ne permettra pas de prendre en compte les besoins des personnes qui vivent à Gaza. Ce doit être complété par l'aide du secteur privé et les services municipaux, comme la gestion des déchets et l'eau. Nous devons ouvrir des lignes commerciales afin que les commerces et les boutiques puissent remplacer leurs stocks épuisés. Nous avons besoin de ressources financières et je lance un appel aux pays qui peuvent nous aider. Mais nous n'avons pas suffisamment de ressources financières, notre budget n'est pas suffisamment financé. Et à Gaza, nous n'avons pas suffisamment de fonds pour payer les salaires de notre personnel d'ici la fin de l'année. L'UNRWA représente les dernières lueurs d'espoir pour les personnes à Gaza. 5000 personnes de notre personnel continuent à distribuer de l'eau et à fournir de l'aide humanitaire dans les refuges et à rendre visite aux écoles et aux hôpitaux. Nous ne pouvons pas arrêter ces services. Je vous implore, vous autres, les gouvernements, à faire preuve de générosité et à ceux qui ont envisagé d'exclure les agences de leur contribution, je pense que vous devriez reconsidérer votre position. Enfin, nous devons également penser à ce qui va se passer après la guerre. Nous devons éviter une contagion dans la région avant qu'il ne soit trop tard. La perspective d'un État palestinien est cruciale afin de stabiliser cette région. Et cela va dans l'intérêt de tout un chacun, y compris Israël, dans l'intérêt d'Israël, que de trouver une solution qui permette aux Palestiniens de vivre en paix côte à côte avec Israël. En tant que partenaire du développement humanitaire, l'UNRWA fait tout son possible pour aider les civils qui vivent à Gaza. Merci. Merci beaucoup. Thank you. I give the floor to Martin Merci. Je donne la parole à Martin Griffith.
Il y a un problème de son, on n'entend pas l'orateur. Voilà, je recommence. Et en français même. Merci, Monsieur le Président. C'est parce que je suis anglais que mon français, c'est pas parfait. Et comme mon collègue Philippe, je vais m'exprimer en anglais. But, Mr. le Président, thank you for this invitation. Monsieur le Président, merci pour cette invitation. Merci de cette occasion très importante pour un sujet qui est le plus important au monde en ce moment. Chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, chers alliés, une fois de plus, je voudrais exprimer mes profonds remerciements à l'égard du président Macron qui a organisé cette conférence dans de si brefs délais. Je voudrais le remercier de sa compréhension, de sa reconnaissance du caractère urgent du sujet dont nous allons traiter aujourd'hui. C'est un honneur pour moi d'avoir été invité à cette conférence et la présence d'un très grand nombre d'États membres reflète la gravité de la situation. C'est également un rappel pour nous, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, un rappel pour nous des liens étroits qui existent entre la guerre, la diplomatie, les valeurs humanitaires et le respect des droits des innocents, où qu'ils soient. Comme Philippe l'a dit, le nombre de victimes croissantes dans ce conflit est impensable, inconcevable et extrêmement perturbant chaque jour qui passe. Philippe nous a énoncé quelques détails en ce qui concerne les difficultés opérationnelles, les dilemmes et les menaces qui se posent pour lui et pour d'autres sur le terrain. Je me suis rendu moi-même récemment sur le terrain et je voudrais remercier le gouvernement égyptien qui m'a reçu et d'autres, qui en ont reçu d'autres au cours de ces journées. J'ai eu l'occasion, comme vous, de rencontrer les familles de certains otages israéliens. J'ai également eu l'occasion de parler à certaines familles de Gaza, pas avec l'ampleur que vous avez eu l'occasion de bénéficier, mais je dois dire que même pour moi, c'est insupportable et il serait inconcevable de permettre à cette situation de perdurer. Alors je pense que nous devons essayer de trouver des solutions et je voudrais en énoncer quelques-unes. Tout d'abord, je voudrais répéter ce qui a été dit précédemment. Il faut que toutes les parties respectent le droit international humanitaire et la dignité humanitaire, la dignité de l'homme. Les civils doivent à tout prix être protégés. Leurs besoins doivent être satisfaits où que ces civils se trouvent, où qu'ils décident de se trouver. Les Nations Unies ne peuvent pas être partie à une proposition unilatérale qui vise à expulser des milliers de civils à Gaza pour les transporter dans ce qu'on appelle des zones sûres. Nous ne pouvons pas être partie à cette proposition. Les Nations Unies n'ont pas été impliquées dans l'arrivée de ces personnes à ces éventuelles zones sûres sécurisées à Gaza et nous avons de forts doutes en ce qui concerne cette proposition. Et les préoccupations aussi concernent la sécurité des civils dans des zones sécurisées et les Nations Unies ont une certaine expérience en la matière. Donc, ces préoccupations sont grandes et cela dépend évidemment de l'implication de toutes les parties dans ces zones. Nous demandons si des conditions satisfaisantes de sécurité existent n'importe où à Gaza. Et nous nous demandons si nous pouvons sécuriser l'arrivée en eau et en alimentation ainsi qu'en eau. Et ce transfert de civils dans d'autres parties de Gaza nous suscite de fortes préoccupations de notre préoccupation en ce qui concerne la sécurité. Nous devons permettre l'acheminement d'eau, d'alimentation et de combustible à Gaza de manière sûre et sans entrave. Il y a un petit nombre de camions que nous avons réussi à faire franchir les points de passage par tous les jours et toutes les nuits. Et bien sûr, cela implique l'Égypte, l'Israël et les Nations Unies. Alors nous avons réussi à augmenter ce petit nombre de camions pour le franchissement des points de passage, mais pour les
personnes qui vivent à Gaza, c'est une goutte d'eau dans la mer. Nous devrions avoir des centaines de camions supplémentaires. Nous avons besoin d'acheminements supplémentaires, d'acheminements sûrs et sans entrave, et les gens ont besoin de savoir, les gens de Gaza ont besoin de savoir que ces camions vont arriver jusqu'à eux. Mais je voudrais remercier le gouvernement égyptien pour avoir facilité l'accès par le point de passage de Rafah et pour avoir permis au personnel des Nations Unies d'arriver à El Arish, à l'aéroport de El Arish, avec des approvisionnements. Mais nous avons besoin de davantage qu'un seul point d'entrée, comme l'a dit Philippe, parce que les besoins des personnes qui vivent à Gaza vont aller en s'accroissant, bien sûr. Et à cause des opérations militaires, évidemment, un point de passage et un petit nombre de camions, ça ne va pas suffire. Troisièmement, nous avons besoin d'un cessez-le-feu humanitaire. Il y a eu beaucoup de discussions sur ce point, en ce qui concerne le libellé de ce cessez-le-feu. Pour moi, c'est très simple. Il s'agit de l'arrêt des combats, d'imposer le silence aux fusils et aux armes dans des buts humanitaires. Et on a beaucoup discuté de la valeur d'une pause humanitaire. Mais une pause humanitaire, ce n'est pas un cessez-le-feu, comme vous l'avez dit d'ailleurs, Monsieur le Président. Un cessez-le-feu permettrait d'avoir une certaine continuité et qui permettrait de reprendre les services vitaux dans certains secteurs et également qui donnerait un petit peu un répit aux personnes qui vivent à Gaza et permettrait de poser les jalons pour l'avenir. Cela doit être notre objectif, cela doit être nos priorités. Monsieur le Président, si la situation est désespérée et atroce à Gaza, et comme l'a dit Philippe, s'il n'y avait pas le problème de Gaza, nous accorderions davantage d'attention à la Cisjordanie. Mais c'est également un avertissement pour nous. C'est un avertissement qui nous dit que nous ne pouvons pas perdre de vue la situation qui prévaut en Cisjordanie. Les incidents avec les Palestiniens sont en augmentation. La situation est pire que jamais. Et surtout, c'est un avertissement que nous ne pouvons pas ignorer parce que cela est un signe d'escalade de cette guerre ailleurs qu'à Gaza. Nous en avons déjà vu les prémices. Par exemple, l'échange de tirs et d'insultes entre Hezbollah et Israël. Nous avons déjà vu ce qui se passe au Yémen. Nous avons vu les signes de protestation majeurs dans le monde entier, dans tous nos pays. Et partout, nous voyons là la montée de mouvements antisémites et de mouvements anti-musulmans par la rhétorique, par les violences, à la fois par les mots et par les actes. En fait, il est évident que la guerre risque de s'étendre et le conflit actuel, c'est un incendie qui pourrait consumer totalement toute la région. Et nous ne savons pas ce qui va se passer demain, ça pourrait être encore pire qu'actuellement, à moins que des efforts diplomatiques multilatéraux ne s'engagent. Et vous avez parlé, Monsieur le Président, des 3 efforts diplomatiques, politiques, etc. Et ça pourrait nous permettre de protéger les civils, d'améliorer l'accès humanitaire, de sécuriser la libération des otages, d'assurer la libération des otages qui ont été kidnappés violemment le 7 octobre. Moi, je crains que cela ne puisse être que le début d'une guerre encore pire, encore plus violente. Au cours des 2 dernières années, comme nous le savons tous, le multilatéralisme, l'égalité, la poursuite de la paix, toutes ces aspirations ont été remises en question, surtout à cause de la guerre en Ukraine. Actuellement, la situation est en train d'empirer. Choisir la guerre plutôt que la paix, choisir l'absence d'avenir par rapport à l'amélioration de la vie de nos familles et de nos enfants, c'est devenu une option que l'on peut choisir par défaut. Et maintenant, nous devons relever un énorme défi. Nous devons agir sur la base de nos valeurs communes, de nos principes communs que nous avons construits au cours de beaucoup d'années, afin de lutter contre ce choix de la guerre. La diplomatie, les actions multilatérales doivent être une solution pour aider les Palestiniens. Et la conférence d'aujourd'hui, c'est une étape décisive en vue d'atteindre cet objectif. Monsieur le Président, vous avez
choisi de le faire grâce à votre présence. Vous avez choisi de séparer entre la conscience du monde et la générosité et l'action en faveur du peuple palestinien. Et je vous en remercie. Enfin, comme vous, je voudrais remercier l'UNRWA et mon ami Philippe. Merci de ce que vous faites sur la ligne de front, de ce que vous avez toujours fait d'ailleurs sur la ligne de front par le passé en faveur du peuple palestinien. Il y a une ligne de démarcation très mince entre la tragédie et la sécurité, entre le massacre et la sécurité. Et nous allons en entendre bien sûr parler aujourd'hui, dans la bouche des participants. Et nous sommes en deuil à cause des victimes au sein de l'UNRWA et de leurs familles qui ont été tuées. Et nous regrettons, nous déplorons les pressions qui s'exercent sur le personnel qui reste, 500 personnes dont vous avez parlé à Gaza, et qui sont déplacées, qui sont en danger, qui subissent des pertes dans leur propre famille. Et c'est vraiment un hommage remarquable à l'humanité qui est à la base de l'organisation de cette conférence. Merci à tous et particulièrement merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général adjoint, je passe maintenant la parole à la présidente du Comité international de la Croix-Rouge. Monsieur le Président, Excellent.